Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler des dates. Vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec les dates en Python en utilisant différents modules. Alors, on va commencer par le module dateTime. Et ici, on va importer date. Une première manière pour créer des dates consiste à utiliser le constructeur. Et donc ici, au niveau du constructeur, on va pouvoir passer l'année, le mois et le jour. Et on obtient comme ça un objet date que l'on peut afficher dans le terminal. Une autre manière de faire consiste à utiliser une méthode from ISO format. Et ici, on peut renseigner directement la date au format ISO, donc séparé par des tirets comme ceci. Et à nouveau, on va obtenir un objet date. Alors, si on souhaite récupérer la date du jour, on peut utiliser la méthode today et on devrait récupérer à nouveau un objet date qui représente la date du jour. On va avoir différentes propriétés sur les objets dates. Par exemple, on peut récupérer uniquement le jour. On pourrait de la même manière récupérer le mois et l'année. Ensuite, on va avoir une méthode, weekday, qui va nous permettre de récupérer un nombre qui correspond au jour de la semaine de notre date. Et on voit ici que c'est indexé à partir de 0, donc lundi vaut 0 et dimanche vaut 6. Alors si on souhaite que les choses soient indexées à partir de 1, c'est possible. On peut utiliser pour ça ISO weekday. Et on voit que cette méthode, elle fait plus ou moins la même chose que la précédente, sauf que cette fois-ci, c'est indexé à partir de 1, lundi vaut 1 et dimanche vaut 7. On va rajouter des commentaires ici. Et on va exécuter le script. Et on voit bien que, avec la première méthode, on a 6 pour dimanche, et avec la deuxième, on a 7 pour dimanche. Alors ensuite, on va pouvoir modifier les dates. Par exemple, si on souhaite obtenir la date d'aujourd'hui, mais dans un an, eh bien, ce que l'on pourrait faire, c'est utiliser la méthode replace. Et ici, on va remplacer l'année. Au niveau de la valeur, on va reprendre l'année pour la date du jour, et on va lui rajouter plus 1 pour passer à l'année suivante. Et on obtient bien comme ça la date du jour, mais dans un an. Autre point important concernant les dates, c'est la question du formatage. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur les chaînes de caractères. Alors ici, on va revoir rapidement un exemple. On va d'abord utiliser le module local pour configurer notre formatage en français. Effectivement, on va pouvoir utiliser nos objets dates à l'intérieur des chaînes de caractères, mais il va falloir formater les choses correctement. Ici, on va utiliser une f-string, et on va pouvoir passer notre objet date, mais il va falloir spécifier ici le format de la date. Alors, pour les spécifications, on utilise les deux points, et ensuite on va avoir différentes spécifications. Alors, on peut se rendre dans la documentation officielle pour retrouver toutes les spécifications que l'on peut utiliser pour le formatage des dates. Alors, par exemple, on peut utiliser %d pour récupérer le jour, %b pour récupérer le mois en toutes lettres, et %y pour récupérer l'année. Si on souhaite récupérer le jour de la semaine, on peut utiliser pourcentage A majuscule. Et si on souhaite récupérer un chiffre qui va correspondre au jour de notre date,
on peut utiliser pourcentage J, et comme ça, on va récupérer le nombre qui correspond au jour dans l'année de notre date. On exécute le script, et voilà ce que l'on obtient. Alors de manière beaucoup plus simple, on peut utiliser sur un objet date la méthode isoformat, et on devrait récupérer comme ça une chaîne de caractères très simple avec la date au format ISO. Et c'est bien une chaîne de caractères, on peut le vérifier. Ici, on va aller regarder le type qui est retourné lorsque on utilise la méthode isoformat sur un objet date. Et c'est bien une chaîne de caractères. Alors de la même manière que on a pu importer le constructeur date à partir du module datetime, on va pouvoir également importer le constructeur time, et cette fois-ci, on va pouvoir construire des horaires. De la même manière, ici, on a un constructeur et on peut renseigner les heures, les minutes et les secondes. Et donc ici, on a bien une représentation du temps avec les heures, les minutes et les secondes. Et comme précédemment, on peut également accéder séparément aux différentes propriétés. Si on souhaite récupérer uniquement les heures ou bien les minutes, par exemple. Pour terminer avec le module datetime, on va voir un dernier constructeur que l'on utilise assez souvent, c'est le constructeur datetime, qui est une sorte de conjonction entre le constructeur date et le constructeur time. Et donc avec ce constructeur, on va pouvoir créer des objets qui vont permettre de représenter à la fois la date et l'horaire. Ici, on va venir passer l'année, ensuite le mois, et ensuite le jour, et dans la foulée, on va pouvoir renseigner les heures, les minutes et les secondes. Dans ce cas, on a bien une représentation complète à la fois de la date et du temps. Alors comme précédemment, on va pouvoir accéder à différentes propriétés. On pourrait récupérer par exemple l'année ou bien les minutes sur notre objet datetime. On va également avoir accès à des méthodes intéressantes. On a notamment une méthode date qui va retourner uniquement la date. Et de la même manière, on va avoir une méthode time qui va retourner uniquement l'horaire. Alors ensuite, à l'instar de la méthode today, que l'on peut utiliser sur le constructeur date et qui retourne la date du jour, on va pouvoir utiliser sur datetime cette fois-ci la méthode now qui va retourner le moment actuel. Alors pour poursuivre avec ce module datetime, on va maintenant s'intéresser aux fichiers. On voit que dans notre répertoire, on a un fichier demo.txt et on va pouvoir récupérer des informations sur ce fichier, notamment des informations qui vont concerner le temps et le moment de création du fichier, ou bien par exemple de modification du fichier. Alors pour ça, on va pouvoir utiliser le module OS. C'est un module dont on a déjà un peu parlé dans les vidéos précédentes et qui permet de manipuler les fichiers. On en parlera sans doute dans une vidéo ultérieure pour approfondir ce module, mais pour l'instant, sachez simplement que on peut utiliser
une méthode stat sur le module OS. Et cette méthode, elle va nous retourner des informations concernant notre fichier demo.txt. Et ici, on voit qu'on a tout un tas d'informations. Et notamment, on a, pour certaines valeurs, des chiffres assez longs qui correspondent en fait à des temps au format Unix, c'est-à-dire le nombre de secondes qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1970. C'est le temps de référence pour beaucoup de systèmes informatiques. C'est ce qu'on appelle en Python l'époque. Et donc ça correspond au 1er janvier 1970. Et ici, quand on a ces nombres assez conséquents, en fait, c'est tout simplement le nombre de secondes qui s'est écoulé depuis ce point de référence. Alors si on souhaite par exemple récupérer uniquement le moment de modification de notre fichier, on va reprendre notre méthode stat, on passe le nom du fichier, et ici on va venir accéder à la propriété stmtime pour modification time, et on va récupérer donc le temps au format Unix, c'est-à-dire le temps en secondes depuis l'époque, donc le point de référence qui est le 1er janvier 1970. Et donc si on souhaite construire une date à partir de ce temps au format Unix, on peut utiliser la méthode fromTimestamp, et ici on vient passer le temps en secondes. Et ici on a la date et le moment auquel notre fichier a été modifié pour la dernière fois. Autre opération que l'on va être amené à effectuer régulièrement, c'est le fait de pouvoir passer d'une chaîne de caractères à une date et réciproquement d'une date à une chaîne de caractères. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur les chaînes de caractères, mais on va revoir quelques exemples ici. On va commencer donc par voir comment on peut créer une date à partir d'une chaîne de caractères. Ici, on va avoir une chaîne de caractères. Si on souhaite créer un objet date à partir de cette chaîne de caractères, on peut utiliser la méthode strptime, et ici, on vient passer notre chaîne de caractères. Alors, pour que Python interprète correctement la chaîne de caractères, en deuxième argument, il va falloir renseigner ici le format de la date tel qu'il est dans notre chaîne de caractères. Dans ce cas, on a d'abord le jour en chiffres, ensuite le mois en toutes lettres, et ensuite l'année. En passant les informations de formatage de la chaîne de caractères, Python va être capable d'interpréter cette chaîne de caractères et de la convertir sous la forme d'un objet date. Alors maintenant, l'opération inverse, on va pouvoir également passer d'un objet date à une chaîne de caractères. Alors ici, on va venir utiliser un objet date que l'on avait créé précédemment. Cet objet que l'on avait instancié avec la méthode today. Il s'agit bien d'un objet date et on peut le transformer en une chaîne de caractères en utilisant cette méthode string from time, et ici il suffit juste de renseigner le format. On va avoir d'abord le jour en toutes lettres, ensuite le jour en chiffres. On va avoir la version raccourcie du mois avec pourcentage B minuscule, et ensuite l'année. Et on obtient bien la date du jour sous la forme d'une chaîne de caractères et formatée de la manière dont on l'a spécifié ici dans la méthode. Alors ensuite, autre module intéressant qui provient toujours de datetime, c'est time delta.
qui va permettre de récupérer des intervalles de temps. Alors on va pouvoir créer par exemple un intervalle de temps. Ici on peut spécifier un nombre d'heures et donc on va avoir un intervalle de temps de 12 heures. De la même manière, on pourrait créer un autre intervalle de temps et cette fois-ci avec des jours. Et ici on va passer 7 jours, donc une semaine d'intervalle. Effectivement, ça va être assez pratique puisque on va pouvoir effectuer des calculs sur les dates. Par exemple, si on reprend notre date du jour et que on souhaite obtenir la date dans une semaine, eh bien, il suffit ici de rajouter notre delta, notre intervalle de temps d'une semaine, et on va récupérer comme ça la date dans une semaine. Alors, on va montrer un deuxième exemple. On va recréer ici un objet date. On va utiliser from ISO format que l'on avait déjà utilisé précédemment. Ici, on va mettre une date d'anniversaire. Alors ensuite, si on souhaite récupérer l'intervalle de temps entre aujourd'hui et la date d'anniversaire, bien, ce que l'on peut faire ici, c'est simplement une soustraction entre la date d'anniversaire et la date du jour. Et ici, on pourrait mettre une valeur absolue pour être sûr d'avoir quelque chose de positif. Mais ici, ce que l'on récupère, en définitive, comme on a fait une différence entre deux dates, c'est bien un intervalle de temps, donc un time delta. Par exemple, ici, on pourrait afficher les choses dans une chaîne de caractères pour présenter le nombre de jours avant l'anniversaire. Et ici, par exemple, également sur les intervalles de temps, on peut avoir une méthode qui va retourner le nombre de secondes. Ça peut être utile dans certains scénarios. Alors jusqu'alors, on a utilisé des représentations entre guillemets naïves de la date, mais on sait qu'on peut avoir des représentations plus complexes dès lors qu'on va prendre en considération le décalage horaire. Alors pour ça, on peut utiliser différents modules. On a notamment le module Time Zone. Et comme premier exemple, on va voir comment on peut récupérer le moment actuel, mais avec une conscience du temps universel, donc par rapport au fuseau horaire de référence, le méridien de Greenwich. On va récupérer le temps universel, que l'on appelle aussi UTC, et on va récupérer le moment actuel. Alors pour récupérer le moment actuel, on a vu comment faire. On utilise la méthode now, comme on l'avait fait précédemment ici. Sauf que cette fois-ci, on va passer en argument une time zone et on va récupérer ici le temps universel, donc le point de référence. On devrait être au niveau du fuseau horaire à plus 0. On exécute le script et on obtient bien une date et le temps, sauf que cette fois-ci, à la fin, on a bien une indication par rapport au fuseau horaire, et ici on est sur le point de référence. On a donc le temps universel, on est à plus 0 au niveau du fuseau horaire. Alors si on souhaite récupérer le temps local en France, il faut calculer le décalage horaire. Pour ça, on va utiliser un intervalle de temps. Et en ce moment, on est en heure d'été, donc on a 2 heures par rapport au fuseau horaire de référence. On a 2 heures en plus. Si on souhaite maintenant créer une représentation
du temps local en France qui va être consciente du fuseau horaire, eh bien, on va partir du temps universel. Ici, on va utiliser la méthode asTimeZone et on va pouvoir passer ici notre décalage horaire. On affiche le temps local en France et on obtient bien plus 2 au niveau du fuseau horaire. Alors on le voit avec le module TimeZone, c'est un peu compliqué parfois. Il faut calculer manuellement le décalage horaire, c'est pas forcément évident. Mais on va avoir à disposition un autre module, Zone Info. Alors ce module, il devrait fonctionner directement si vous êtes sur Linux ou sur Mac, mais sur Windows, je crois qu'il faut installer un module en plus, TZ Data, si mes souvenirs sont bons. Et avec ce module en plus, ça devrait fonctionner. Mais en tout cas, sur les autres systèmes d'exploitation, ça va fonctionner directement. Grâce à ce module, on peut récupérer la liste des fuseaux horaires. Alors on va l'afficher dans la console. Et on a comme ça la liste complète de tous les fuseaux horaires. Alors si on souhaite comme précédemment calculer le temps universel, on va faire la même chose que ce que l'on avait fait avec le module TimeZone, mais cette fois-ci on va utiliser Zone Info. On recrée le moment actuel avec la méthode Now, sauf que cette fois-ci, au lieu d'utiliser TimeZone, on va utiliser Zone Info. Et on voit que dans la liste des fuseaux horaires, on a UTC pour le temps universel, donc le point de référence. On va venir passer UTC ici. On exécute le script, et on est bien à nouveau à plus 0 au niveau des fuseaux horaires. Alors si on souhaite, comme précédemment, récupérer le temps local en France, eh bien cette fois-ci ça va être beaucoup plus simple puisque on ne va pas avoir besoin de calculer manuellement le décalage horaire. Ici, il va suffire de passer le fuseau horaire qui correspond à la France, donc c'est Europe/Paris. On exécute le script et on obtient à nouveau plus 2 au niveau du fuseau horaire. C'est des représentations un peu plus complexes de la date, mais dans certains cas, c'est très pratique de pouvoir ajouter les fuseaux horaires. Pour manipuler le temps, on va également avoir accès à un autre module, c'est le module Time, qui va être un peu plus proche du temps de la machine. Alors d'ailleurs, il ne faut pas confondre ce module Time avec l'autre module que l'on avait utilisé précédemment, et qui provient de DateTime, et qui s'appelle aussi Time. Alors pour éviter les conflits entre les deux modules, on va venir utiliser un alias ici. Et pour revenir sur le module time, principalement on va l'utiliser pour marquer une pause dans les scripts. Pour ça on a la méthode sleep, et ici on va venir attendre 3 secondes avant l'exécution du reste du script. On lance notre script et on voit que effectivement il faut bien attendre 3 secondes avant de voir s'afficher le message après. Alors ensuite, on va avoir accès à différentes méthodes. On a notamment la méthode cTime qui va permettre de retourner la représentation d'une date sous la forme d'une chaîne de caractères. Sauf que ici, en argument, on va pouvoir passer un temps au format Unix, donc un nombre de secondes écoulées depuis l'époque, le point de référence qui correspond au 1er janvier 1970. Si on passe ici 0 secondes depuis le point de référence, on devrait récupérer la date du 1er janvier 1970. Ensuite, on va avoir la méthode time qui va retourner le temps au format Unix, le nombre de secondes écoulées depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui.
On lance le script et on a bien notre temps actuel au format Unix. Alors si on souhaite récupérer la date du jour, on pourrait combiner les deux méthodes. Ici, on va venir utiliser la méthode cTime pour récupérer la chaîne de caractères. Et en paramètre, on attend un temps au format Unix. Alors, on va venir passer le temps Unix que l'on récupère à partir de la méthode time. Et on va avoir comme ça la date du jour. Alors d'ailleurs, je pense que si on ne passe aucun argument ici à l'intérieur de la méthode cTime, on devrait également récupérer la date du jour. Et c'est bien ce qui se passe. Alors ensuite, on a également une autre manière de représenter le temps que l'on n'a pas encore vu jusqu'ici. C'est ce qu'on appelle des structures de temps. Et ces structures de temps, elles vont s'apparenter à des tuples nommés. Les tuples dont on avait parlé d'ailleurs dans la vidéo sur les conteneurs. Alors par exemple, si on souhaite récupérer le temps actuel au format UTC sous la forme d'une structure, on peut utiliser cette méthode gmTime. Donc ça va bien nous retourner une structure de temps. Et ici, on va avoir le temps actuel au niveau du méridien de Greenwich, qui correspond plus ou moins au temps UTC. Alors on va voir ce que l'on obtient dans le terminal. Et on a affaire à une structure qui ressemble à un tuple nommé. On retrouve des informations relatives à l'année, le mois, le jour, les heures, les minutes, les secondes. Mais on a également des infos sur le jour de la semaine. Donc ici on a 6, puisque on est dimanche. Et on a également le jour de l'année. Donc c'est le 266e jour de l'année. Et on a aussi des informations sur l'heure d'été et l'heure d'hiver. Ici, on a 0 puisqu'on est sur le temps universel, donc il n'y a pas d'histoire d'heure d'été et d'heure d'hiver pour le temps universel. Alors par contre, si on souhaite récupérer le temps local sous la forme d'une structure, on va voir la différence. On affiche à nouveau la structure dans le terminal, et on voit qu'on a bien affaire au temps local, puisqu'on a le décalage horaire, on a 2 heures de plus par rapport au temps universel, on est passé de 10 à 12, et en plus on a des informations relatives à l'heure d'été. Ici on a une valeur de 1, puisque en France actuellement on est bien en heure d'été. Alors on va pouvoir créer nous-mêmes nos propres tuples pour représenter le temps. Ici on vient renseigner l'année, le mois, le jour, les heures, les minutes, les secondes, et ensuite on peut passer le jour de la semaine, on va mettre 0 pour lundi. Le jour de l'année, on va dire que c'est le 111e jour de l'année. Et au niveau de l'heure d'été, on va mettre 1. Alors bien sûr, lorsque on crée des tuples pour représenter le temps, il faut faire attention, notamment lorsque on va passer le jour de la semaine et le jour de l'année, puisque ici on pourrait tout à fait passer des valeurs qui ne correspondent pas à des dates réelles. Donc il va falloir faire attention à ça. Alors ensuite, si on souhaite récupérer une chaîne de caractères à partir d'une structure de temps, on peut utiliser cette méthode, et ici on va pouvoir passer notre tuple. Et on obtient bien une chaîne de caractères qui représente la date que l'on a passée, sauf que ici on a passé un tuple. On va pouvoir également récupérer le temps Unix, toujours à partir d'une structure de temps. Pour ça, on utilise la méthode makeTime, et ici on vient passer à nouveau le tuple. Et on obtient bien notre temps au format Unix. Alors notez au passage que si on a affaire à un objet date, on va pouvoir le convertir en un tuple. Par exemple, si on souhaite récupérer le temps Unix pour aujourd'hui, comme précédemment, on va utiliser la méthode makeTime, et ici on attend bien un tuple.
Sauf que on va utiliser ici notre objet date que l'on avait créé auparavant pour aujourd'hui. C'est bien un objet date, mais on peut le convertir en un tuple en utilisant la méthode timeTuple et on devrait récupérer comme ça le temps Unix pour aujourd'hui. Pour terminer sur les dates et le temps, on a un dernier module intéressant qui va permettre de gérer les calendriers. Alors on va aller regarder les calendriers pour l'année courante. On va fixer une variable pour 2024. Et ensuite on va venir boucler sur les mois de l'année. On va utiliser une rangée de nombres qui va aller de 1 jusqu'à 13, 13 étant exclusif. Donc on va boucler sur les 12 mois de l'année. Dans la boucle, à chaque fois, on va avoir un chiffre entre 1 et 12. Et on pourrait déjà regarder le nom du mois. Alors pour ça, on a un objet, month name. Et ici, au niveau de la clé, on peut passer le mois qui correspond en chiffres. On lance le script et on obtient bien le nom des différents mois de l'année. Alors si on souhaite afficher le calendrier pour chaque mois, on a une méthode month et ici, on va pouvoir renseigner l'année et le mois. On exécute le script et on récupère à chaque fois dans la boucle un calendrier pour chaque mois. Ensuite, on va voir une méthode particulièrement intéressante. C'est la méthode monthRange. Ici, à nouveau, on va passer l'année et le mois et on va exécuter le script pour voir ce qu'elle retourne. Et on voit que chaque itération, on va avoir, avec cette méthode, un tuple avec deux éléments à l'intérieur. Le premier correspond au jour de la semaine pour le premier jour du mois. Et le deuxième correspond au nombre de jours qu'il y a dans le mois. Si on souhaite récupérer uniquement le premier jour du mois, on peut utiliser l'index 0. Et si on souhaite récupérer le nombre de jours qu'il y a dans le mois, on peut utiliser l'index 1. Alors pour terminer cette vidéo, on va faire un cas concret et on va essayer d'utiliser les différents éléments que on a vus dans cette vidéo. On va d'abord créer une balance à 4000 et on va imaginer que on a un paiement mensuel de 300 € par mois. Et notre objectif, ça va être de voir à partir de quel moment on arrive à 0 au niveau de notre balance. Alors pour ça, ce que l'on peut faire d'abord, c'est créer la date du jour. Pour ça, on utilise la méthode today sur le constructeur date. Ensuite, on va venir récupérer le nombre de jours qu'il y a dans le mois qui correspond à la date du jour. Donc pour ça, on vient de le voir, on peut utiliser la méthode monthRange, et ici, on va passer l'année pour aujourd'hui et le mois pour aujourd'hui. À ce stade, on va récupérer un tuple avec au niveau du premier index le jour de la semaine pour le premier jour du mois, et pour l'index 1, on va récupérer le nombre de jours dans le mois. Alors ensuite, on va pouvoir calculer le nombre de jours jusqu'à la fin du mois. Alors pour ça, on prend le nombre de jours qu'il y a dans le mois et on va soustraire le jour d'aujourd'hui. Et donc on obtient un nombre qui correspond au nombre de jours jusqu'à la fin du mois. Alors ensuite, on va pouvoir initialiser une variable pour la date de fin et au fur et à mesure dans la boucle que l'on va créer par la suite, on va venir changer cette date de fin. Pour commencer, on va partir d'aujourd'hui, ensuite on va rajouter un intervalle de temps.
pour arriver au premier jour du mois suivant. Ici, on peut renseigner un intervalle de temps qui va correspondre à des jours, et on va passer le nombre de jours jusqu'à la fin du mois, plus 1, pour arriver au premier jour du mois suivant. Maintenant, on va pouvoir créer une boucle. Alors, on va utiliser une boucle while, et tant que notre balance sera supérieure à 0, on va venir décrémenter notre balance avec le paiement mensuel, et à chaque fois, on va venir afficher la date de fin et la balance. Et ensuite, eh bien, il va falloir passer au mois suivant. Donc, on va venir réinitialiser notre variable pour calculer le nombre de jours qu'il y a dans le mois suivant. Alors ici, au niveau des paramètres, au lieu de mettre aujourd'hui, on va prendre notre date de fin. Et à nouveau, on va pouvoir calculer une nouvelle date de fin. Donc on prend la date de fin actuelle, sauf que on rajoute un nouvel intervalle de temps. Et ici, on va passer à nouveau le nombre de jours qu'il y a dans le mois courant. On exécute notre script et on voit qu'on finit par arriver à moins 200 au niveau du mois de novembre, le 1er novembre 2025. Voilà, c'est un exemple que on pourrait utiliser ici pour manipuler le calendrier, les dates, les intervalles, et ça vous montre un peu comment on peut utiliser tout ça dans des cas un peu plus concrets. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les dates. Alors j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.